Nous avons le grand plaisir d'accueillir Muriel Salmona, donc, qui est psychiatre et qui est la fondatrice et présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie. Muriel, je vais vous laisser la parole parce que c'est vous qu'on est venu écouter. Allez-y. Merci beaucoup pour cette invitation, merci d'être là. Je suis très heureuse de parler devant vous puis d'essayer de vous faire passer un peu effectivement quelque chose de mes combats, de mon expertise, de ce que j'essaie de mettre en place. Et même si ça fait presque 30 ans que je suis sur le terrain et à me battre, malheureusement c'est pas terminé et je suis pas encore prête de prendre ma retraite par rapport à ce combat, malheureusement. Même si on est là pour ça, hein, des choses avancent, la relève se met en place et j'en suis vraiment très heureuse. Mais en 30 ans de combat, ça a été complètement fou de voir à quel point il y a eu des résistances par rapport à des choses aussi évidentes que le traumatisme, que les psychotraumatismes, que les conséquences psychotraumatiques. Et que ces résistances ont entraîné vraiment une perte de chance pour toutes les victimes de violences, particulièrement les victimes de violences sexistes et sexuelles, qui font partie des violences les plus traumatisantes, et que non seulement il y a eu une... C'est au-delà de la méconnaissance de ces troubles psychotraumatiques, moi je suis vraiment fondamentalement persuadée malheureusement qu'il y a eu vraiment, plus que des obstacles, c'est vraiment une opposition totale à ce que toutes ces connaissances-là émergent et soient diffusées. On les a depuis longtemps, j'ai participé à l'élaboration de ces connaissances, il y a énormément d'études, je ne suis pas toute seule bien entendu à porter toutes ces connaissances, et on s'est retrouvé devant une fin de non-recevoir en quelque sorte par rapport non seulement au corps médical, mais par rapport à tous les acteurs qui normalement sont là pour prendre en charge les victimes, leur rendre justice, les accompagner et les soigner. Et que cette perte de chance, bien entendu, est un scandale. D'ailleurs, j'ai fait une lettre au président de la République là, pour lui dire à quel point cette perte de chance est assimilable quasiment à un crime, c'est-à-dire qu'on pourrait porter plainte, et d'ailleurs on est en train d'y travailler à la Cour pénale internationale, parce que c'est assimilable à de la torture, c'est-à-dire que est assimilable à la torture, non seulement les actes directs, mais tout ce qui s'oppose à la lutte contre ces actes, à la protection des victimes, à la poursuite des auteurs et à la condamnation des auteurs. Et là, on est en plein dedans. Donc, je pense que si aussi j'ai reçu autant d'attaques, parce que franchement ça a pu même aller très loin, c'est que le trauma est au cœur de ce qui peut permettre de voler au secours des victimes et de leur rendre justice, de leur rendre leur dignité et de leur rendre justice. Ce qui s'est passé de très grave, c'est que ces conséquences psychotraumatiques, et je vais vous l'expliquer rapidement, mais ce sont des conséquences universelle, normale, que toute victime confrontée à une violence particulièrement destructrice et particulièrement inhumaine. Vous savez que par exemple les violences sexuelles sont considérées par la Cour européenne comme des actes dégradants, cruels et inhumains, et de plus en plus par la Cour, par tout ce qui est droit international comme des tortures, que toutes ces conséquences-là sont malheureusement logiques, qu'elles peuvent être prises en charge et évitées, à la fois si on protège les victimes, si on les accompagne, si on est solidaire avec elles, si on les soutient, si on les répare, si on leur rend justice, et bien entendu si on leur donne les soins qui sont nécessaires. Parce que sinon on se retrouve dans une situation où c'est comme si quelqu'un, je sais pas, était renversé par une voiture, volontairement par une voiture, avec de multiples fractures, et puis circuler, il n'y a rien à voir, c'est-à-dire que les personnes doivent rentrer chez elles en rampant comme elles peuvent, et se réparer, et que si en plus elles ne se réparent pas si bien que ça, on va leur demander des comptes. C'est-à-dire que, au-delà même, c'est qu'on va
considérer même ces conséquences qui sont universelles, les conséquences psychotraumatiques, on va les considérer comme des éléments qui vont mettre en cause leurs paroles, les discréditer et voire permettre de les culpabiliser, voire de les condamner, parfois dans un retournement complètement hallucinant des choses. Et on en est encore là, c'est ça qui est fou, c'est-à-dire que ça fait 30 ans, moi ça fait 30 ans que je travaille en tant que psychiatre dans la prise en charge des victimes de violences faites aux femmes, particulièrement des violences sexuelles, mais aussi des violences conjugales, des maltraitances faites aux enfants, de toutes ces violences-là. Et je suis encore à monter au créneau pour expliquer. Là, sur les Twitter, j'ai dû encore dire bah ouais, non, c'est bien normal qu'une victime soit dissociée. À propos de Shaina, c'était sur je sais plus quoi, enfin une émission où on parlait de l'assassinat de Shaina et où l'avocate expliquait que comme Shaina, lors de sa première plainte pour viol en Réunion, avait l'air totalement déconnectée, un peu indifférente, c'était bien la preuve que il ne s'était rien passé et qu'elle était consentante, ou que de toute façon c'était pas si grave et que voilà, c'était pas la peine en fait de poursuivre ce crime. Vous savez qu'actuellement on est dans une situation où il y a moins de 10% des viols qui sont l'objet de plaintes. Alors on évolue entre 10 et 12% suivant un peu les cas. Pour les enfants, c'est encore moins. Et qu'il y a 74% de ces plaintes qui sont classées sans suite, que sur les 26% restants, la moitié vont être déqualifiées en agression sexuelle, ou elles étaient déqualifiées beaucoup en atteinte sexuelle. Donc ça va être un peu moins maintenant grâce aux avancées législatives. Ou en violence, par exemple les viols conjugaux étaient souvent déqualifiés en violence, et qu'au bout du compte, sur ces 10% de plaintes, seulement 10% vont aller en justice, en cour d'assises, et vont être jugés pour viol. Donc c'est moins de 1% de l'ensemble des viols qui vont être l'objet d'un jugement, pas d'une condamnation, d'un jugement. Et on sait aussi que depuis 10 ans, parce que maintenant on a les chiffres avec Infostat Justice, que depuis 10 ans, il y a 40% de condamnations pour viol en moins. Pardon, donc, il faut revenir sur les chiffres. Ouais, pardon. Depuis 10 ans, il y a 40% de condamnations pour viol en moins. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de viols connus et il y a de moins en moins de viols condamnés. Donc on est dans une situation folle, enfin, complètement hallucinante, avec une impunité quasi totale. Et on va voir que cette impunité, elle se nourrit d'un ensemble bien entendu du déni sociétal, bien entendu elle se nourrit aussi de la loi du silence qui s'oppose aux victimes, on les fait taire de toutes les façons possibles, et de la culture du viol que vous connaissez bien, où on va reprocher aux victimes d'être soit de mentir, soit d'être responsables des violences qu'elles ont subies, soit d'exagérer, etc. Et où on va disculper les violeurs de toutes les façons possibles. Mais en plus de tout ça, et qui en fait existe dans tous ces éléments-là, de déni, de loi du silence, de culture du viol, il y a cette méconnaissance des psychotraumas, et qui, comme je vous l'ai dit, est bien au-delà d'une méconnaissance, qui est vraiment une négation de cette réalité-là. C'est-à-dire qu'on nie la réalité des traumas, on nie ce qui est de l'ordre de la sidération, ce qui est de l'ordre de la dissociation traumatique, ce qui est de l'ordre de la mémoire traumatique, et ce qui est de l'ordre de l'amnésie traumatique. On est dans une situation en France où on a toutes les études possibles au niveau vraiment international pour décrire toutes ces conséquences, que c'est décrit avec toutes les définitions de l'état de stress post-traumatique, que ce soit dans le cadre de tous les répertoires de symptômes psy, que ce soit ce qu'on appelle le DSM, le DSM-5, que ce soit dans le cadre de l'OMS, la CIM, enfin tout le monde en parle. On sait par exemple qu'on a énormément d'études sur la fameuse amnésie traumatique, qui alors là est l'objet de toutes les attaques,
ça, vraiment, ça embête les agresseurs, que ce soit pris en compte. Donc on a toutes les études possibles, on a tous les mécanismes, on connaît tous les mécanismes, on peut expliquer toutes ces conséquences, on sait pourquoi elles sont là, et puis malgré tout, elles ne sont pas très peu diffusées, elles ne sont toujours pas en 2021 enseignées dans le cadre des études médicales, ni même dans le cadre du cursus spécifique psychiatrique. Alors que l'on sait que plus de 70% des personnes qui sont suivies en psychiatrie ont subi de graves maltraitances et des violences, particulièrement depuis l'enfance. Donc c'est fou, enfin, je n'ai pas d'autres mots, c'est totalement, enfin, je ne sais pas, de temps en temps, par moments comme ça, j'ai des bouffées où j'ai envie de m'arracher les cheveux, enfin, ou de faire quelque chose d'éclat, quoi, enfin, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et puis en revanche, par exemple, des théories fumeuses anti-victimaires qui font partie de la propagande contre les victimes et de la propagande masculiniste et vraiment dominante, comme le syndrome du SAP, vous savez, le syndrome d'aliénation parentale, où tout le monde est d'accord au niveau international pour dire que ça n'existe pas. Où le type qui a inventé ça, c'est un type qui promouvait ce qu'il appelait la pédophilie, la pédocriminalité, qu'il n'a jamais été reconnu par ses pairs, que ça n'a aucun sens, et que ça, alors que toutes les études démontrent que ça n'existe pas, eh bien ça, c'est largement enseigné et utilisé et diffusé. Donc on est vraiment dans une volonté de cacher ces conséquences psychotraumatiques. Pourquoi? Parce qu'elles sont essentielles. C'est-à-dire qu'elles sont essentielles pour d'abord, à commencer par les victimes, pour qu'elles comprennent ce qui leur arrive, justement, qu'elles ne soient pas dans cette fameuse honte, culpabilité qui est organisée par cette méconnaissance des conséquences psychotraumatiques, pour qu'elles soient identifiées, pour qu'elles soient secourues, pour qu'elles soient prises en charge, pour qu'on leur rende justice et pour qu'on répare à hauteur de leur préjudice les violences. Et du coup, c'est hyper efficace, cette méconnaissance est hyper efficace pour abandonner totalement les victimes et mettre leurs conséquences psychotraumatiques donc sous plein de justifications vaseuses, en quelque sorte, où ça serait lié à elles, à leur personnalité, à leur hypersensibilité, leur incapacité d'aller mieux. Ça serait aussi lié au fait qu'elles racontent n'importe quoi, qu'elles mentent, qu'elles veulent nuire. Enfin, tout est bon, ou qu'elles s'imaginent, ou qu'elles inventent, avec les fameuses retours d'amnésie traumatique, où c'est forcément des histoires que les gens se racontent, ou alors si les mères dénoncent des violences sexuelles que leurs enfants subissent, particulièrement dans les séparations, c'est forcément la mère qui aliène son enfant et qui fait croire aux enfants qu'il leur est arrivé quelque chose de grave, malgré les chiffres. Parce que du coup, on se retrouve dans une situation, mais qui est tellement aussi improbable, puisque on sait qu'une fille sur 5 va subir des violences sexuelles, un garçon sur 13, que c'est une femme sur 3 qui subit dans sa vie des violences sexuelles et des violences sexistes, violences conjugales, violences au travail, etc., spécifiques liées à son sexe. Et que tous ces chiffres énormes où on sait que par exemple pour les viols, on évalue, on a les chiffres officiels de 96 000 viols ou tentatives de viol pour les femmes par an, 16 000 viols et tentatives de viol pour les hommes par an, on a 130 000, on estime à 130 000 les viols et tentatives de viol subis par les filles par an, et 35 000 viols subis et tentatives de viol subis par les garçons par an. Ce sont des crimes, là je vous parle de crimes. Plus, bon, alors les féminicides, là, là je rends hommage à la 81e victime à Aubervilliers, qui a été égorgée devant ses 4 enfants. Enfin, c'est des actes d'une barbarie effarante. Enfin, on subit un véritable terrorisme. Et les gens tolèrent des chiffres pareils. C'est-à-dire, tout le monde est d'accord, si on parle d'une situation précise, tout le monde est d'accord pour dire que c'est très grave de subir un crime comme un viol, c'est très grave. Mais dans la réalité, c'est comme si c'était pas grave du tout.
et comme si ça pouvait être invisibilisé, que la voix des victimes puisse être étouffée. Alors, heureusement, avec MeToo Inceste, là, je veux dire, grâce aux réseaux sociaux, grâce à tous les combats, à tous les témoignages, tout notre travail à toutes, je veux dire, on commence à entendre les victimes, mais quant à entendre leurs conséquences et ce qui va se passer, là, c'est une toute autre paire de manches. Après MeToo Inceste, j'ai été reçue donc, par les ministères, etc. Donc on a obtenu cette avancée législative avec malheureusement sur le consentement, enfin ça aussi, sur le seuil d'âge du non-consentement pour les enfants. Mais la nécessité de la prise en charge des victimes de violences sexuelles et sexistes reste un continent noir. C'est vraiment, il ne se passe rien. La Convention d'Istanbul exige qu'il y ait par bassin de 200 000 habitants un rape center, l'équivalent des rape centers, c'est-à-dire un centre d'accueil, de prise en charge holistique, polyvalent sur tous les éléments, que ce soit des soins, que ce soit de l'accompagnement ou que ce soit de la justice, police-justice. Mais je veux dire, il n'y en a pas. Je veux dire, on a travaillé pendant 1 an pour mettre en place ça c'est quand même assez extraordinaire. On a travaillé pendant 1 an avec la DGS, la Direction Générale de la Santé, pour faire en fait, un cahier des charges, pour mettre en place des fameux centres du psychotraumatisme, pour accueillir enfin, c'est-à-dire que puisqu'il n'y a pas d'offre de soins, accueillir les victimes. On devait en créer 100, un par territoire de santé mentale. C'était ce qui avait été décidé. Au final, on a fait tout le travail nous a été retiré. Il n'y en a que 10 qui ont été créés, et il y en a 5 autres qui vont s'ajouter. Et le CN2R, le Centre national qui s'occupe de tous ces centres, a été donné à la présidence de 2 hommes, bombe dominant, dont un, je ne dis pas ce qu'il est, qui n'avait jamais bataillé pour ouvrir ces centres et jamais rien fait pour les victimes de violences sexuelles et sexistes, ni pour les victimes de maltraitance. Et depuis, vous entendez parler de grand-chose par rapport à ces centres. Et il n'y en a que 10, de toute façon. Or, il en faudrait... nous, on en avait dit 100, c'était le minimum du minimum. Donc on est dans cette situation-là. Les troubles psychotraumatiques, enfin, les conséquences très graves des violences sexuelles, des violences sexistes, de tous les actes violents traumatiques, vont avoir des conséquences sur la santé, sur l'intégrité mentale et physique, et sur la santé mentale et psychique, et sur la vie, bien entendu. Ces conséquences, ce qu'il faut comprendre, c'est que subir un acte où on veut vous détruire, où il y a une volonté de dégrader. Hein. Donc voilà, le viol, c'est absolument, ça n'a rien à voir avec la sexualité, avec le désir sexuel, c'est une volonté de dominer, d'exploiter sexuellement, de soumettre, de détruire une personne. C'est une violence extrême. Ça va faire basculer la vie de quelqu'un, d'être confronté. Là, on en parle beaucoup avec le 11 septembre ou avec le 13 novembre. Voilà. Bon, c'est des actes qui sont d'une violence telle, qui font basculer les personnes et leur vision du monde, leur vision de l'unité, elles sont réduites à des objets insignifiants que l'on peut piétiner, et on n'en revient pas comme ça. Mais il y a aussi, du fait de cette violence-là inouïe, des troubles, des atteintes neurologiques qui se font. C'est-à-dire que souvent, on pense que les troubles psychotraumatiques, c'est uniquement des troubles psychiques. Or, c'est des troubles neurologiques, c'est des atteintes neurologiques avec des fractures neurologiques, des circuits émotionnels, du circuit de la mémoire, qui vont, parce qu'il y a un stress extrême, parce que aussi cette violence est tellement impensable que les personnes sont ce qu'on appelle sidérées, paralysées, dans l'incapacité de réagir et de penser la violence, du coup avec une sorte de paralysie de leurs fonctions supérieures qui ne vont pas pouvoir contrôler l'émotion
très extrême qui va monter à cause de la violence, et le cerveau, cette émotion, ce stress extrême avec des sécrétions d'adrénaline et de cortisol, et représente un risque vital pour l'organisme. On peut mourir de stress, on peut faire un arrêt cardiaque, on a des atteintes neurologiques très importantes, et le cerveau va faire disjoncter le système, c'est ça le principe en fait du trauma, pour nous sauver, pour qu'on puisse survivre, et va générer ce qu'on appelle une anesthésie émotionnelle, une dissociation traumatique, où on est spectateur de l'événement, comme anesthésié à la fois physiquement et émotionnellement par rapport aux choses, et où on va être déconnecté dans un sentiment d'irréalité et dans l'incapacité de se défendre. Donc on va reprocher aux victimes la sidération, qui est un élément tout à fait universel aussi, et qui est beaucoup lié à la violence qu'exerce l'agresseur et à sa stratégie. C'est-à-dire plus il y a une stratégie complètement incohérente, brutale, qui est totalement incompréhensible, plus les personnes vont être sidérées, plus les enfants vont être sidérés, plus les personnes les plus vulnérables aussi, comme les personnes aussi avec des lourds handicaps, vont être sidérées. Et ensuite, il va y avoir cette dissociation traumatique qui va empêcher les victimes aussi de pouvoir réagir, parce qu'elles sont privées de leurs émotions, on réagit avec nos émotions. Et on va reprocher aux victimes aussi, et on va dire qu'une victime, vous savez, c'est comme la Manada, l'histoire en Espagne, où cette très jeune femme qui a été violée par 5 hommes, je crois, qui ont filmé le viol et qui l'ont diffusé, et qui était sans réaction, où on a considéré qu'elle n'avait pas été violée. Et ça a fait, il y a eu 1 million de personnes dans la rue, finalement il y a eu un nouveau jugement, et au final ils ont fini par être jugés pour viol, mais il a fallu se battre pour qu'ils soient jugés pour viol. Puisqu'elle n'avait pas réagi, c'est qu'elle était consentante. Et on est dans un monde sexiste, où d'une certaine manière, ils utilisent cette sidération et cette dissociation pour dire que les femmes pourraient aimer être dégradées, aimer subir les pires violences et les pires oppressions, les pires... en fait, ce seraient des personnes qui n'auraient pas vraiment de dignité et pas vraiment des êtres humains, en fait. Donc, par rapport à la Déclaration des droits humains. Donc, il y a cette dissociation. Et en même temps qu'il y a cette dissociation traumatique, il y a cette fameuse mémoire traumatique qui se met en place, parce que c'était le cœur, où en fait le circuit de la mémoire va être interrompu, et où il va y avoir une mémoire qui ne va pas être intégrée normalement par le cerveau, par l'hippocampe, qui est le logiciel de la mémoire, et qui va rester en l'état, comme un magma, indifférencié, et hors temps, hors contexte temporo-spatial, et qui va revenir hanter la victime. C'est ça la torture de la mémoire traumatique, c'est qu'on revit comme si... comme une machine infernale à remonter le temps, on revit l'événement violent, on revit l'horreur, on revit la peur de mourir, on revit la détresse totale, on revit la terreur, on revit la douleur, mais on revit aussi les hurlements de l'agresseur, on revit son mépris, on revit sa haine, on revit aussi son excitation perverse totale. Tout ça s'est mélangé, et les victimes vont se retrouver avec tout ça qui peut surgir au moindre lien qui rappelle les violences. Et du coup, être hanté par ça. Alors, ce qui va se passer, c'est que si, au moment des violences, je vous ai parlé de la dissociation traumatique, la dissociation, elle va perdurer, elle va durer, tant que la victime est exposée, est en danger, est exposée aux violences. Donc si c'est dans l'enfance, si c'est des viols conjugaux, si on reste en contact avec l'agresseur parce qu'il est là, qu'il est en totale impunité, ou si on subit d'autres violences, comme il y a un continuum des violences que subissent les femmes, les femmes vont souvent rester dissociées, déconnectées, donc avec un handicap par rapport à leur vie, puisqu'elles n'ont pas ces émotions qui leur permettent d'avancer. On va les trouver souvent bizarres. Elles vont se trouver comme vides, avec une sorte de vide intérieur, comme n'étant pas elles-mêmes, sachant pas qui elles sont,
comprenant pas pourquoi elles sont envahies par des émotions par certains moments, par des images violentes, donc se mettant en cause, et que si jamais elles parlent de tout ce qu'elles subissent, de tout ce qu'elles subissent en elles-mêmes, et de tout ce qu'elles ressentent, et de tout ce que ça peut être comme horreur avec un sentiment de danger permanent, on va leur renvoyer que c'est elles qui ont des troubles psychiatriques, c'est elles qui... ou si elles font elles-mêmes quand même, elles se battent pour faire le lien avec le viol qu'elles ont subi, elles ne sont pas capables de tourner la page, puis tu ne vas pas en faire tout un plat, après tout n'est pas morte, ou il n'y a pas... C'est qu'un viol digital, hein, c'est pas un viol... Enfin, vous savez, à chaque fois, la minimisation totale, et du coup, elles vont se retrouver avec tous ces symptômes qui peuvent être traités ponctuellement, voire même être considérés comme des psychoses, comme des troubles psychotiques, parce que quand vous dites que vous entendez des voix, que vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre pièce, comme quand vous étiez enfant et qu'on rentrait la nuit dans votre pièce, que vous sentez quelque chose qui est sur votre corps, qui vous touche, que vous sentez quelque chose qui vous pénètre, parce que vous avez une mémoire traumatique, on va dire que vous êtes folle et que vous avez des hallucinations, et que vous êtes psychotique et que vous êtes schizophrène. Ah, d'accord. J'allais faire le... Ouais. C'est le principe du wiki. Bon, j'ai essayé de... Alors, je vais être encore plus concise. Cette mémoire traumatique, c'est impossible à vivre, c'est un enfer. Donc les victimes, si elles sont seules à devoir gérer ça, sans protection, elles vont osciller entre des périodes de conduite, d'évitement et de contrôle pour éviter que ça s'allume, parce que la moindre chose, la moindre sensation, le moindre cri, le moindre regard, le moindre contexte rallume cette mémoire traumatique, donc il faut l'éviter à tout prix, on ne bouge plus. Donc c'est un retrait social souvent très important, ou un retrait aussi par rapport à son travail, c'est une catastrophe, par ses études, son travail, tout ça, c'est une catastrophe. Et puis, où elles vont donc évoluer entre ça, ou des conduites, ce qu'on appelle dissociantes. C'est-à-dire qu'il s'agit absolument de s'anesthésier. C'est-à-dire que si on ne peut pas, puisqu'on vous oblige à avancer sur un terrain miné, puisqu'on vous ne protège pas, puisqu'on ne vous aide pas, vous devez quand même être exposé à des stress, à plein de choses, et bien à ce moment-là, il faut y aller dissocier. Donc dissocier, ça peut être parce qu'on subit à nouveau des violences, ça peut être aussi parce qu'on prend de l'alcool, on prend de la drogue, dans 50% des cas, il y a des conduites addictives, on peut se mettre en danger, c'est les automutilations, tout ça sert à s'anesthésier et à des raisons d'être en quelque sorte, et des mises en danger de toutes sortes, que ce soit au niveau du sport, au niveau de la vie, de tous les jours, etc. Et on va reprocher tout ça aux victimes. Et on va considérer que c'est elles qui dysfonctionnent. Et tout ça, ça va avoir des répercussions très lourdes sur leur santé, et ça va représenter des risques. Et puis, bien entendu, il y a des risques suicidaires qui sont importants. 50% des victimes ont des idées suicidaires. C'est le premier facteur de risque, de subir de faire des suicides, des conduites suicidaires, c'est d'avoir subi des violences. Premier facteur de risque de subir à nouveau des violences, c'est d'en avoir subi. Le fait d'être dissocié met en danger, bien entendu. Je ne vous dis pas pour les personnes qui ont des handicaps, tous les troubles psychotraumatiques vont être mis sur le compte du handicap. Vous savez qu'elles sont beaucoup plus, 3 à 4 fois, voire 5 fois plus à risque de subir des violences. Plus on est vulnérable, plus on est handicapé, plus on est en situation de discrimination, quelle qu'elle soit, plus on subit des violences. Les violences sont des actes dominants et vraiment sexistes, discriminants. Et pour vraiment aller vite, dernière phrase. pour aller vite, ce qui est infernal, c'est que cette mémoire traumatique, elle se traite. C'est-à-dire que si, ne serait-ce que protéger les victimes, ça permettrait, comme avec une fracture, de commencer à se réparer. Mais plus on expose les victimes, plus ça s'aggrave, plus elles ont des conduites dissociantes, plus ça va aggraver leur trauma. On les laisse donc en péril, alors qu'on peut vraiment réintégrer cette mémoire traumatique, remettre le monde en endroit, et surtout les rassurer, leur dire mais c'est normal. Et puis quand vous avez cette mémoire traumatique, vous avez la mémoire traumatique de l'agresseur qui vous colonise, qui vous dit tu vaux rien, t'es nul, t'es une salope, t'es une pute, enfin, excusez-moi, mais enfin c'est vraiment ce qui tourne et qui va faire qu'il y ait une estime de soi catastrophique. Tout ça on peut
changer la donne. Mais si on change cette donne-là, bah, les victimes, elles parlent, les victimes, elles vont réclamer des soins, elles vont réclamer leurs droits, et puis bah, les femmes, elles vont subir moins de discrimination, enfin, je veux dire, elles vont avoir beaucoup plus, tout ce qu'on leur reproche, c'est bien parce que, tout ce qu'on leur a toujours reproché, c'est parce qu'on les a empêchés de vivre, on les a empêchés d'avancer dans la vie, de bénéficier de tous leurs droits. Et du coup, tout ça, bah, ça va changer la société. Donc on peut vraiment faire une révolution en changeant ça. Et du coup, ça explique, ouais, je finis juste, okay. Ça explique, en tout cas, pourquoi on est dans cette situation-là, où vraiment les troubles psychotraumatiques continuent à ne pas être pris en compte. Alors l'amnésie traumatique, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais je veux dire, c'est des retours de réminiscence, parce que les gens ont été dissociés pendant des années, et puis du coup ça revient très tard, surtout pour les violences sexuelles dans l'enfance, et ça on n'a pas réussi à l'obtenir, hein, d'obtenir que l'amnésie traumatique interrompe la prescription. On n'a pas réussi à obtenir une imprescriptibilité, mais je veux dire, on va aller au niveau international. Je finis là-dessus, je travaille avec le docteur Mukwege, qui est prix Nobel de la paix, Nadia Mourad, pour changer la donne, pour que tous les troubles psychotraumatiques non seulement ne soient pas retournés contre les victimes, mais deviennent des preuves médico-légales. Parce que l'analyse de la mémoire traumatique, si ça vous intéresse, il y a vraiment des articles très précis là-dessus, où ce sont des preuves. On a tous les éléments. C'est pas vrai que c'est parole contre parole. Bien entendu que c'est faux. Parce que sinon, parole contre parole entre un dominant et un dominé, je veux dire, on sait ce que ça donne. Voilà, donc alors j'aurais plein de choses à vous dire. Mais en tout cas, on peut changer la donne. Voilà, on peut changer la donne. Et puis surtout, vous pouvez continuer à découvrir la pensée de Muriel à travers ses ouvrages. Nous allons l'accompagner jusqu'au centre de la librairie. Suivez-nous, elle sera là pour échanger avec vous et dédicacer ses ouvrages. Merci beaucoup, Muriel.